quatrième et dernier temps de notre série consacrée à la Mésopotamie dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, y a-t-il eu une mondialisation au premier millénaire avant notre ère ? Après avoir visité lundi avec vous, donc l'exposition du Louvre-Lens, l'histoire commence en Mésopotamie qui a donné l'élan justement à cette série sur la Mésopotamie. Puis mardi, dans le documentaire de Victor Massé de l'Épinay et d'Anne Fleury, avoir cheminé dans les pas d'Hérodote à Babylone. Mais le père de l'histoire est-il vraiment allé à Babylone ? Et hier, avoir raconté la naissance au 19e siècle d'une discipline, la syriologie, nous allons ce matin nous demander si nous pouvons parler de mondialisation entre la Mésopotamie et d'autres parties du monde, en particulier l'Égypte des pharaons. Pour en débattre avec Victor Massé de l'Épinay de la Fabrique de l'Histoire, Laetitia Grasselin-Thomé qui est avec nous, professeur d'histoire à l'Université de Lorraine, Damien Agut, il est chercheur au CNRS et co-auteur récent de l'Égypte des pharaons dans la nouvelle collection Mondes Anciens dirigée par Joël Cornette chez Belin, et Francis Johannes, il est professeur à Paris 1 et il met la dernière main au volume suivant de cette collection Mondes Anciens justement chez Belin qui sera consacré à la Mésopotamie. Mais tout de suite, un nouvel épisode de notre feuilleton La Fabrique de l'Histoire scolaire, préparé par Séverine Liattard. Charlemagne, fils de Pépère le Bref, 768-814, les rois fainéants et les mères d'Austrasie. Les dates, le Saint-Empire, oh, tout est prévu. Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez ? Les dates, le Saint-Empire, oh, tout est prévu. Est-ce que vous me voyez ? La Fabrique de l'Histoire scolaire. Vous m'écoutez s'il vous plaît ? Faut pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre. Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui. Nous sommes à l'école supérieure du professorat et de l'éducation, SP, rue des Batignolles. Bertrand Jolivet anime un cours de tutorat. Les enseignants stagiaires, à mi-temps, évoquent ici, collectivement, les problèmes rencontrés dans leurs classes respectives. La discussion porte sur le commentaire de texte en histoire. J'ai fait travailler un petit texte d'Aristote qui expliquait ce qu'étaient que les dèmes, le découpage de l'Attique en dèmes. Et ce que je voulais leur dire, c'est ce qui compte, c'est un citoyen, c'est pas son appartenance à une famille ou autre, c'est juste, il est inscrit sur un dème, ça suffit. Et je voulais juste leur dire, c'est un petit peu le même fonctionnement que ce qu'il y avait pour les départements en France à la Révolution française, c'est-à-dire, on coupe le territoire en parts égales, il y a que ça qui compte pour être citoyen, et le reste, c'est pas grave, en fait. Et j'avais fait leur découpage du texte qui était assez simple. J'avais essayé d'enlever tous les éléments vraiment complexes je gardais juste les éléments où Aristote disait, comme ça, les citoyens se mélangent, c'est bien, etc. Et j'ai beaucoup d'élèves qui se sont arrêtés, monsieur, moi je réponds pas à votre question, j'ai pas compris ce que c'était qu'un thème. Et en fait, je leur ai dit, mais c'est pas grave. Enfin, c'est l'objectif, en fait, en fin de lecture, en fin de travail ensemble, qu'on ait compris la notion. Mais si vous la compreniez dès le début, je vous ferai pas travailler le texte, en fait. Et du coup, ils passent pas à l'écrit, en fait. D'accord. Ils attendent la correction. Alors, la première chose, donc ici, on est plutôt sur la problématique déjà de finalement qu'est-ce que c'est qu'un document, comment on utilise un document, à quoi ça sert un document dans le cours d'histoire. Et je pense qu'un des premiers obstacles à la compréhension des élèves, c'est le manque d'explicitation de notre part sur à quoi ça sert un document en histoire. Et par exemple sur ce texte de Thucydide, que tout le monde connaît chez les profs d'histoire, je dirais que ce texte, on pourrait l'étudier en français, on pourrait l'étudier en philosophie, on l'étudie en histoire. Or, on ne l'utiliserait pas de la même façon. Et je pense que cette distinction-là, elle n'est pas claire pour les élèves. C'est-à-dire, finalement, à quoi ça sert un texte en histoire, à quoi ça sert un texte en philo, à quoi ça sert un texte en français. Et quelles sont les questions qu'on pose à un document en histoire, en français, en philo ou dans d'autres disciplines. C'est-à-dire que très souvent, on le voit dans les manuels scolaires, et parfois aussi dans les épreuves, etc., le document est interrogé comme un support d'information qu'il faut extraire,
mais n'est pas interrogé par rapport à son sens, son point de vue, tout ce qui fait en fait le travail de l'historien sur le document, quelles informations il nous apporte, quel regard critique on peut porter sur ce document, et donc quelle utilisation, je dirais, intellectuelle on fait du document. Et surtout, on ne peut pas s'arrêter au fait de poser 3-4 questions très ponctuelles. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et où, on en avait déjà parlé, où en fait, ils vont pas essayer de comprendre le sens du texte, mais ils vont essayer d'identifier dans le texte les mots qui se rapprochent de la question qu'on pose et qui pourraient permettre d'aller trouver l'élément de réponse correspondant à la question. Et ce qui fait que le texte perd complètement son sens et ne devient plus qu'une espèce de succession d'informations déconnectées les unes des autres. Mais moi, par exemple, en évaluation, je leur ai donné une interview d'un maire sur la question du développement dans un village, etc. Et ils m'ont dit « Ah, madame, c'était trop long le document ». C'était une interview, ça veut dire que déjà, il y a beaucoup d'espace entre les marges, que c'est pas un dialogue compliqué. Et en fait, ils ont l'habitude justement d'avoir des petits textes, d'être un peu dans leur confort, et on bouscule pas du tout ça, en fait, j'ai l'impression. Et dès qu'on le fait, et bah, tout de suite, moi je sais que mes élèves adorent se plaindre. Et ils me disent souvent, ah mais madame, c'était trop dur, ah mais madame, alors que quand je montre à mon tuteur ce que je fais, je lui demande si c'est trop dur, il me dit que non, c'est pas trop dur, que ils en sont capables. Et même moi, quand je leur dis, à chaque fois, ils me répondent, au final, ils y arrivent et ils le font, mais dès le départ, ils sont un peu... Genre, oui. Ah non, c'est trop dur. Bon, ça, il faut accepter, je dirais, cette part de jeu. C'est aussi une part de jeu, hein. C'est-à-dire que ils testent un petit peu. Et évidemment, ils se plaignent. Mais je dirais, c'est humain. Tout le monde préfère être en vacances à la plage que en train de bosser. Enfin, je veux dire, globalement. Donc, c'est pareil pour eux. Et là-dessus, je pense qu'il faut être ferme. Il faut tenir bon. Et il faut bien leur dire aussi que c'est une façon de leur faire confiance. Voilà, c'est-à-dire que on a confiance dans leur capacité à travailler, à comprendre le texte, à progresser. Alors, vous disiez, ils sont habitués à des textes courts. C'est vrai, en histoire-géo, on en avait déjà parlé. En français, ils travaillent sur des textes longs. Quand ils font des études. Donc nous, on peut aussi travailler sur des textes longs. Et je pense qu'il faut pas lâcher là-dessus. Il faut, de façon générale, pas lâcher sur, je dirais, l'ambition pédagogique. Parce que les élèves râlent, ça fait partie du jeu. C'est normal qu'ils râlent. Oui. Moi, je sais que j'ai eu le même problème et j'aurais dit, quand je vous ai demandé de faire le travail que j'ai ramassé dessus, il est plutôt bon, donc en fait, il n'est pas question que je vous donne des textes plus courts puisque vous y arrivez. Voilà pour ce nouvel épisode de notre feuilleton La Fabrique de l'Histoire scolaire, dont je vous rappelle qu'en 5 ou 6 minutes, en ouverture de l'émission du jeudi, il nous raconte comment on enseigne l'histoire aujourd'hui dans les classes. Il est signé Séverine Liattard, Véronique Samuilov, et pour la prise de son, Georges Thau. Bonjour Victor Massé-de-L'Épinay. Bonjour Emmanuel. On peut presque dire que vous avez fait une grande explication de texte dans le documentaire de mardi avec Anne Fleury autour de Hérodote pour savoir quelle était la critique interne, la critique externe de ce texte et de savoir si Hérodote s'était bien rendu à Babylone, c'est bien ça? Oui, c'est ça à peu près. Et aujourd'hui, nous allons remonter encore un peu plus loin dans le temps avec vous, avec Francis Johannes. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur à Paris 1, spécialiste justement de cette question de la Mésopotamie, que vous êtes en train de préparer un volume de la collection Mondes Anciens de chez Belin consacré à la Mésopotamie. Nous sommes au téléphone avec Damien Agut. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS et vous êtes co-auteur justement avec Juan Carlos Moreno Garcia, de l'Égypte des pharaons dans cette collection Mondes Anciens, donc dirigée par Joël Cornette chez Belin. Et nous sommes également avec vous, Laetitia Grasselin-Thomé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire à l'université de Lorraine. Alors, la première question qu'on voudrait se poser à propos de cette mondialisation, cette idée nous est venue à la Fabrique de l'Histoire après vous avoir écouté Francis Johannes dans un colloque, c'était il y a 1 ou 2 ans, un colloque de défense des langues anciennes justement en particulier et des cultures et civilisations anciennes qui seraient menacées par l'école aujourd'hui dans leur enseignement. Vous avez entendu parler justement d'une question de la mondialisation en disant tout compte fait, moi qui suis spécialiste de la Mésopotamie, ces questions de mondialisation, ça fait longtemps qu'on en parle dans notre domaine de recherche, Francis Johannes. Oui, c'est vrai que la mondialisation, la globalisation, c'est quelque chose qui est beaucoup étudié en histoire en ce moment, mais on se concentre plus souvent sur l'époque contemporaine ou l'époque moderne, qui sont évidemment mieux documentées. Et pourtant, quand on se penche sur la documentation ancienne, et tout particulièrement celle de Mésopotamie, eh bien, on constate que l'horizon géographique est beaucoup plus large qu'on ne pourrait le penser, que ça ne se réduit pas seulement à l'Irak et à la Syrie contemporaine. C'est-à-dire ?
L'horizon plus large. C'est-à-dire que ça va jusque à l'Extrême-Orient, enfin la civilisation de l'Indus, et puis que de l'autre côté, enfin au premier millénaire par exemple, les Phéniciens, eux, parcourent la Méditerranée et puis vont même jusqu'en Afrique ou au Portugal, enfin dans l'océan Atlantique. Mais il faut remonter aussi peut-être un peu plus loin que ce premier millénaire, dont vous êtes pourtant spécialiste, Laetitia Grasselin-Thomé. C'est vrai que ces questions, par exemple, de relations avec l'Égypte des pharaons, qui sont un peu au cœur de l'émission d'aujourd'hui, avec Damien Agut qui est au téléphone avec nous, ces questions de l'Égypte des pharaons remontent au moins au troisième millénaire. Il y a des relations commerciales, d'échanges, mettons, entre l'Égypte des pharaons et au troisième millénaire et cet espace géographique qu'on appelle la Mésopotamie. Oui, bien sûr, il y a des échanges qui existent depuis très longtemps avec la Mésopotamie. Francis Johannes parlait à l'instant de la Phénicie aussi, où il y a un art qui est très très lié à l'art. Phénicie aussi. Oui, voilà, à l'art des pharaons. Et on a, notamment au milieu du deuxième millénaire, tout un corpus de lettres qui ont été retrouvées en Égypte à El Amarna, où l'on voit qu'on commerce énormément. On s'envoie des cadeaux, en fait, c'est sous la forme d'échanges et de cadeaux, mais on voit que beaucoup des métaux, notamment, vont beaucoup circuler entre toutes ces cours. Oui, Damien Agut, vous en parlez justement dans votre livre avec Juan Carlos Moreno Garcia, l'Égypte des pharaons, chez Belin, de ces échanges et en particulier de ces documents trouvés à Tal El Amarna. Oui, alors El Amarna, c'est une partie du problème, mais en fait, sur cette question de la place de l'Égypte dans cette mondialisation, il ne peut ouvrir en fait un atlas. Si on ouvre un atlas, on se rend compte que l'Égypte, elle est à la rencontre, à la croisée des deux plus grandes masses continentales de l'Ancien Monde, la masse africaine et l'Eurasie. Et de fait, elle est une terre qui, depuis, mais ça c'est même avant le troisième millénaire, est traversée par des pasteurs, par des populations mobiles qui portent avec eux des métaux, des objets rares et qui font le va-et-vient entre l'Afrique et l'Asie. C'est une réalité en fait sur le temps long, qui s'accélère effectivement, qu'on repère avec plus de netteté au premier millénaire avant Jésus-Christ, mais c'est une tendance lourde, en réalité. Qu'est-ce qu'on échange, Francis Johannes, justement, par exemple, entre cette Égypte et puis la Mésopotamie du troisième millénaire, dès le départ? Qu'est-ce qu'on échange? Alors, on trouve du métal, surtout, enfin, parce que c'est aussi en fonction de ce qui a été découvert par l'archéologie, enfin, qui a pu se conserver. Mais l'Égypte a la spécificité de certains produits, en particulier le lin. Et on voit que donc très tôt... on tisse du lin en Égypte et on le transporte du côté de la Mésopotamie. Alors pas directement en Mésopotamie, il semble qu'on passe d'abord par la Méditerranée et par la côte phénicienne, justement. Par Byblos en particulier. Voilà, de ce qui sera plus tard la Phénicie. Et de là, le lin arrive en descendant l'Euphrate, enfin en Mésopotamie. Et j'imagine qu'on échange vous disiez sous forme de cadeaux, des biens. En l'occurrence, Laetitia Grasselin-Thomé, j'imagine que de l'autre côté, eh bien, les souverains, les dirigeants, les cités mésopotamiennes du troisième millénaire ont quelque chose à donner aux pharaons. Est-ce que c'est de l'étain dont on dit qu'il est utile à un moment donné? Est-ce que c'est autre chose? Ça, c'est un problème qu'on a de manière assez générale sur le commerce mésopotamien. La Mésopotamie n'a pas grand-chose à donner en échange, alors qu'elle a énormément de choses dont elle a besoin. En Mésopotamie, on n'a pas de pierre, on n'a pas de métaux, on n'a quasiment pas de bois. Donc il y a beaucoup de choses à importer. Et qu'est-ce qu'on donne en échange? On va donner des tissus, notamment, on voit du commerce de laine qui se fait, mais l'étain, il n'y en a pas non plus en Mésopotamie. Vous parlez d'échange. Je voudrais vous poser tout de suite une question. À quel moment est apparue, si elle est apparue dans ces années-là, la monnaie peut-être, puisque quand on parle d'échange à grande distance, on a affaire à des systèmes juridiques différents, à des organisations différentes, éventuellement à des institutions pour régler les contentieux qui sont différentes, des systèmes de poids et mesure différents aussi. Est-ce qu'à un moment quelque chose s'impose pour uniformiser tout ça? On imagine que ça se fait petit à petit. Alors, la monnaie, en fait, apparaît en Mésopotamie très tard. Elle apparaît, on commence à voir quelques pièces, mais c'est des pièces grecques, et elle s'impose vraiment à l'époque séleucide, lorsque les Grecs s'installent en Mésopotamie. Mais avant, on a un système qui ressemble vraiment beaucoup, c'est-à-dire que c'est de l'argent pesé, découpé, et on échange de l'argent
sous forme, enfin, il n'est pas frappé, c'est pas de la monnaie, mais ce sont des pesons d'argent, par exemple, des poids d'argent. Oui, où on va découper des morceaux. Des morceaux d'argent. Francis Johannes. Oui, ce qui est très intéressant à noter, c'est qu'à l'époque de El Amarna, précisément, donc au milieu dans la seconde moitié du 2e millénaire, par le biais des échanges de cadeaux diplomatiques entre le pharaon et les rois de Mésopotamie, rois d'Assyrie ou rois de Babylonie, il y a des quantités assez importantes d'or qui vont d'Égypte en Mésopotamie. Et à cette époque-là, les prix ou la valeur des objets est évaluée en or en Mésopotamie, alors que d'habitude c'est en argent. Oui, parce qu'il faut tout de même dire, Damien Ingut, et vous le mentionnez dès le début de votre Égypte des pharaons chez Belin, il faut dire que l'Égypte a la chance d'avoir au sud des mines d'or très nombreuses et que d'une certaine façon, eh bien, elle en fait profiter ses voisins si elle le peut. Alors, elle en profite d'abord. Bien sûr, ça j'imagine. Elle en profite. Donc, effectivement, l'Égypte est toujours dans cette situation que je décrivais tout à l'heure d'interface. Elle souffre de pénurie, de matériaux qui pèseront lourdement sur son histoire. Et une chose auquel on ne pense pas souvent, c'est le problème de la pénurie de bois, et notamment de bois d'œuvre. Ouais. Pour faire des bateaux, pour faire des poutres, pour faire du bâtiment. Donc ils sont obligés d'aller en chercher justement du côté du Liban ou de la Syrie, et donc de faire fabriquer leurs bateaux à l'extérieur de chez eux parce qu'ils n'ont pas le bois pour pouvoir faire flotter leurs bateaux. Alors on fait fabriquer les bateaux ou on importe le bois d'œuvre, on fabrique en Égypte. Et pour ça, l'Égypte a la chance d'avoir à son sud une formidable monnaie d'échange, qu'est l'or. Donc elle va utiliser ça. La situation va changer assez fortement au premier millénaire, où la fermeture où on ne sait pas exactement le tarissement des mines d'or, va amener l'Égypte à se tourner vers l'argent qu'elle fait venir de la Méditerranée. Et que là, elle va échanger notamment contre du blé, ou de l'huile, ou du vin. Et qui va lui permettre, en fait, à nouveau de racheter ses bois, ses métaux qui lui manquent pour faire fonctionner son économie. Victor Massé de l'Épinay. Oui, je voudrais vous poser à tous les trois la question des sources à partir desquelles vous travaillez. J'ai cru comprendre en vous lisant que ce soit les tablettes d'argile et l'écriture cunéiforme pour vous, Laetitia Grasselin-Thomé et Francis Johannes, ou les papyrus et les hiéroglyphes pour vous, Damien Ingut, que ces sources expliquent beaucoup le fonctionnement institutionnel, quelquefois un peu idéalisé ou un peu systématisé, mais renseignent assez peu sur les véritables pratiques quotidiennes des marchands. Est-ce qu'on peut savoir comment ça se passait véritablement, les échanges, les discussions ? Francis Johannes, Damien Ingut et Laetitia Grasselin-Thomé. Dans la documentation cunéiforme, on a certains corpus effectivement qui sont liés directement au commerce, mais dans les relations avec l'Égypte, effectivement, ça n'est pas le cas. Donc c'est essentiellement par le biais des textes historiques, les lettres d'El Amarna, qui sont de la correspondance officielle, et puis au premier millénaire, les annales des rois d'Assyrie qui racontent les campagnes des rois d'Assyrie en Égypte, qu'on a une vue, disons, sur les échanges qui se produisent à cette occasion. Mais toujours un peu au niveau des rois, enfin au niveau des souverains, etc., mais peut-être pas de la pratique quotidienne des échanges. On retrouve quand même dans la comptabilité des temples babyloniens du premier millénaire, par exemple, on voit que ils disposent de vêtements pour les dieux qui sont majoritairement faits en lin. Et ce lin, une partie est produite en Mésopotamie, mais la partie la plus fine, disons, ou la plus précieuse, vient d'Égypte. Damien Ingut, justement sur ces sources qui vous permettent de travailler, entre autres, sur le commerce international, pourrait-on dire, dans ces années du 2e et 1er millénaire avant notre ère. Alors si on parle par exemple du vin ou de l'huile, on a de la documentation qui nous montre les contextes de production. Donc la documentation entre guillemets paysanne. Par contre, notre difficulté, c'est de repérer la circulation de ces produits. Alors pour ça, on a un marqueur, mais qui n'est pas un texte, qui sont les conteneurs céramiques que l'on voit circuler. Le problème. Expliquez-nous comment ça marche. Expliquez-nous comment ça marche ces conteneurs céramiques, parce qu'on a du mal à comprendre. C'est-à-dire, on produit du vin et on va le mettre dans un conteneur, une amphore, une ciga. Il y a une grande variété de conteneurs céramiques qui sont ensuite chargés sur des caravanes ou sur des bateaux et acheminés. Une fois qu'ils sont arrivés dans le port de destination, ils sont vidés dans un autre conteneur pour un autre processus de transport ou d'entrepôt. Et généralement, le conteneur de transport qui a permis de faire le voyage de l'Égypte jusqu'au pays où le produit est destiné, on va se débarrasser du conteneur. D'accord. Donc on le retrouve cassé, en fait, dans des dépôts d'un port, par exemple. On les trouve dans des dépôts, c'est ça ? Voilà, dans un dépôt, ou recyclés localement.
Et puis, par exemple, on peut aussi avoir la chance d'avoir un trésor comme le trésor de Todd, dont vous parlez dans votre livre, qui date du 2e millénaire et qui, lui, est constitué de lapis-lazuli, de lingots d'argent, de sceaux cylindres qui viennent d'Anatolie, tous de Mésopotamie ou d'Iran. Et avec un trésor comme celui-ci, qui est enterré dans un lieu en Égypte, eh bien, on sait qu'il y a un commerce qui fait commerce de l'argent, du lapis-lazuli et d'autres matériaux à cette époque-là, au 2e millénaire. Voilà, mais il faut toujours faire attention à une chose, c'est que là nous attrapons des objets extrêmement prestigieux, qui documentent des secteurs du commerce qui n'étaient certainement pas l'essentiel du commerce qui était pratiqué. Oui, Laetitia Grasselin-Thomé. Oui, pour le premier millénaire, le problème des sources, il y a deux problèmes en fait. Le premier, c'est que c'est vrai que nos sources sont principalement institutionnelles. Donc on a des documents qui nous viennent des rois, qui expliquent comment ils ont été chez les voisins, qu'ils ont pillé plein de choses, qu'ils ont ramené. Donc on ne sait pas du commerce, c'est du pillage, mais on peut avoir l'impression que ça recouvre certains circuits commerciaux aussi. Ils prennent des choses parce qu'ils auraient pu les prendre par le commerce sinon. Et l'autre problème, c'est qu'on a en Mésopotamie au premier millénaire un changement de langue et d'écriture. Ce qui fait qu'une partie de la population, de plus en plus nombreuse, n'écrit plus l'akkadien sur tablette d'argile, mais l'araméen sur des supports périssables, et notamment, malheureusement pour nous, sans doute, beaucoup de marchands écrivent de cette manière-là. Or, l'araméen, on n'a pas de documents en araméen, parce que tous ces documents sont détruits, ne se conservent pas, contrairement aux tablettes d'argile. Donc, pour le premier millénaire, on a ce vrai gros problème d'absence de sources liées au changement d'écriture. Et puis, Francis Johannes, il y a une marchandise dont on n'a pas parlé, c'est l'homme. Les humains qui sont soit raptés, soit mis en esclavage, soit transportés d'un bout à l'autre de ces espaces géographiques dont nous parlons, d'un côté la Mésopotamie et d'autre côté l'Égypte. On connaît quelque chose sur ces trafics d'esclaves, par exemple, à cette époque-là ? Le trafic, pas proprement parlé, mais on a un exemple qui est particulièrement intéressant. C'est au moment où, après la chute de l'Empire d'Assyrie en 610, les Égyptiens de la dynastie saïte et les Babyloniens de Nabuchodonosor se trouvent face à face pour la domination sur le Levant, le Proche-Orient occidental. Et il y a une grande bataille à Carchemish où les Égyptiens sont complètement écrasés, ce qui fait qu'ils perdent en fait toute la façade de la Méditerranée et ils sont obligés de rentrer chez eux et ça devient babylonien. Et Nabuchodonosor fait un grand nombre de prisonniers qu'il emmène en Babylonie et qu'il répartit entre les différents temples où ils deviennent de la main-d'œuvre. Et on retrouve leurs noms après dans les listes de personnel. Alors c'est très intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse à la langue, par exemple, parce que c'est un des rares cas où on a des noms égyptiens écrits en cunéiforme, donc avec leur véritable prononciation. Et on suit ces gens-là pendant une dizaine d'années et ensuite ils disparaissent parce que ils sont morts sur place. Victor Massé de l'Épinay. Oui, on évoque depuis tout à l'heure beaucoup de catégories de marchandises. Il y en a qui paraissent essentielles, on pourrait dire, à la vie économique d'un peuple ou d'un pays, comme le bois, par exemple, pour la construction. Il y en a d'autres qui sont plus esthétiques, plus futiles. Le lapis-lazuli dont on a parlé, les choses qui permettent de construire les bijoux. Laetitia Grasselin-Thomé, vous parlez dans votre livre de l'encens, en expliquant que c'est devenu quelque chose de très important au premier millénaire et assez largement partagé dans toute une grande zone, plus grande que la Mésopotamie. Est-ce que c'est une question de mode ? Pourquoi est-ce que l'encens s'est imposé ? Et peut-être aussi comment est-ce qu'après il a été commercialisé ? Alors effectivement, le commerce de l'encens qui vient du sud, du Yémen et de toute cette région-là, se met en place au cours du premier millénaire. Alors on peine à le dater, mais ça doit être au cours du 8e siècle. On voit apparaître... 8e siècle avant notre ère. Oui, avant notre ère. On voit apparaître des caravanes avec des chameaux qui commencent à arriver en Mésopotamie. Les chameaux aussi. Les chameaux aussi, ça arrive à ce moment-là. La domestication du dromadaire. En tout cas, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à le voir utilisé de manière plus fréquente. Et donc c'est effectivement un exemple d'un produit qui n'était pas utilisé avant, qui commence à l'être et qui va se répandre et qui de manière considérable. Mais est-ce que c'est par échange ? Est-ce que c'est parce que certains voient les autres l'utiliser que tout d'un coup on s'y met ? Est-ce qu'on sait qui a utilisé l'encens le premier ? Là pour l'instant, on a le problème avec ces matériaux qui ne laissent pas de traces archéologiques très visibles. Donc pour l'encens, on a des brûles, des petits brûles parfums pour l'encens, mais on a...
Et c'est quand même très intéressant de se dire que l'archéologie est venue au secours des spécialistes des textes, que vous pouvez être les uns ou les autres, parce qu'effectivement, c'est par l'archéologie qu'on a profondément renouvelé, en particulier cette question des échanges économiques, Francis Johannes, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Oui, alors Damien Agut citait tout à l'heure un marqueur. Il y en a un second qui est extrêmement intéressant. Là, ça fait plutôt référence à un phénomène de mode. Lorsque les Assyriens sont arrivés en Égypte, il y a quelque chose qui leur a beaucoup plu, c'était les vases en albâtre. Et donc, ils en ont saisi une quantité impressionnante qu'ils ont emmenée dans leur palais. Ça leur a tellement plu d'ailleurs qu'ils ont fabriqué ensuite eux-mêmes des vases avec de faux hiéroglyphes parce que ça faisait chic. Et ces vases, à la chute de l'Empire, sont partis à Babylone, dans le palais de Babylone, où en 539, ils ont été saisis eux-mêmes par le roi Cyrus de Perse qui faisait la conquête de Babylone, et on retrouve ces vases égyptiens incroyable dans les restes de Persépolis. Enfin, donc on peut suivre comme ça le trafic, enfin des objets de luxe depuis l'Égypte jusque dans le cœur de l'Iran. C'est ce que Bénédicte Savoie qui travaille sur ce qu'elle appelle les translocations patrimoniales, donc sur les pillages, réappropriation trésors, etc., etc. Mais c'est un bel exemple, effectivement, d'un endroit où on fabrique quelque chose, où il est transporté dans un autre endroit, et ensuite, à nouveau, transporté dans un autre endroit par les nouveaux conquérants. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Zarat el-Luxor, la rose de Luxor par les musiciens du Nil. Damien Agut, on a peut-être tenté et on n'a pas essayé on n'a pas réussi, de reconstituer la musique de l'Égypte des pharaons. Vous nous dites d'ailleurs qu'il faut absolument, dans votre livre avec Juan Carlos Moreno Garcia, éviter de dire qu'il y a un paysage éternel, par exemple, de l'Égypte, que ce paysage évidemment a été modelé par l'homme et que ce que nous voyons aujourd'hui quand on se promène dans la vallée du Nil n'a pas grand-chose à voir avec ce que pouvait voir quelqu'un du 3e ou du 2e millénaire avant. Une question tout de même. À partir du milieu du 2e millénaire, on voit les Égyptiens se porter militairement au-delà de leur espace géographique traditionnel, et en particulier vers le Levant. Ça n'est plus simplement de l'échange, c'est de la guerre, et on a évoqué à plusieurs moments par la bouche de Francis Johannes ou encore celle de Laetitia Grasselin-Thomé des raids militaires dans l'autre sens, des rois d'Assur en particulier vers l'Égypte. C'est vrai qu'à partir du milieu du 2e millénaire jusqu'au 1er millénaire, eh bien, il y a des conflits constants entre cette puissance égyptienne et les puissances, quelles qu'elles soient, mésopotamiennes. Ce que disaient tout à l'heure Laetitia et Francis, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que la route commerciale se transforme très facilement en route d'invasion. Si vous avez les moyens de remonter cette route et de vous porter jusqu'aux sources du produit que autrefois vous achetiez pour le prendre, c'est évidemment une opportunité. C'est ce qu'on appelle l'économie de la prédation, c'est ça? C'est ce qu'on peut appeler une économie de la prédation. Alors la prédation, ça se fait, on rentre dans le pays étranger, on prend et on revient chez soi. Ce qui se passe dans la deuxième partie du 2e millénaire est assez différent. C'est on rentre dans le pays étranger, alors plutôt cette fois-ci plutôt en Nubie qu'au Levant, et on s'installe. Et on installe ses hommes, et on installe des garnisons, et on tient le pays. Alors le phénomène, c'est un phénomène impérial en fait classique, qui va être très très prégnant en Nubie.
un peu moins prégnant au Levant. En fait, ce qui intéresse surtout les Égyptiens à cette époque-là, c'est la partie sud du Levant, ce qu'on appellerait aujourd'hui la Palestine. C'est vraiment l'endroit où ils vont installer un maximum de garnisons et tenir le lieu fermement. La partie nord, le Liban actuel, cette partie-là, voilà, le Liban actuel, les intéresse plus comme en limite un rempart, pour éviter que des puissances étrangères viennent se mêler de ce qu'ils font dans la partie sud du Liban, du Levant. Francis, oui, allez-y, finissez, continuez. Et ce qu'il y a d'important, c'est que ce contrôle opéré sur la Palestine, notamment aussi sur la région de Gaza à cette époque-là, leur permet de capter la tête des routes commerciales qui montent du sud, qui montent en réalité déjà ces routes de l'encens qui commencent à se dessiner dès cette période-là. Où on vous entend mal, Damien Gut, excusez-nous. Je donne la parole à Francis Johannes maintenant. Oui, lorsque les Égyptiens arrivent au Levant, effectivement, ils découvrent un phénomène tout à fait bizarre. C'est un fleuve qui coule à l'envers, puisque ils arrivent jusqu'au bord de l'Euphrate, qui descend du nord vers le sud, alors que le Nil, lui, coule dans l'autre sens. Oui. Et donc ça les frappe. Ils se sentent vraiment en pays étranger. Et effectivement, ils entrent d'autre part à ce moment-là dans ce qu'on appelle le club des grandes puissances de l'époque, c'est-à-dire l'Empire hittite, le Mitanni qui couvre le nord-est de la Syrie actuelle, la Babylonie. Et grâce à ces textes d'Al-Amarna et ces lettres trouvées à Al-Amarna qu'on évoquait tout à l'heure, on voit très bien comment se font les échanges diplomatiques qui prennent assez vite la suite des échanges guerriers, disons. Victor Massé de l'Épinay. Oui, s'il y a des marchands qui se transforment à l'occasion en soldats ou en pillards et qu'il y a une économie de la prédation qui existe, il y a aussi des marchands, on imagine, qui restent assez pacifiques. Et je voudrais vous interroger sur cela dans un contexte souvent bousculé par la guerre. Dans la zone qui nous occupe aujourd'hui, on imagine que les risques sont énormes à faire de grandes caravanes comme ça, risques qui peuvent être du fait des hommes ou risques climatiques, peut-être aussi simplement pour les marchandises. Est-ce que les marchands à cette époque, que ce soit ceux de Mésopotamie ou ceux d'Égypte, essayent de faire ce qu'on pourrait appeler mettre en place des assurances ou de faire en sorte de limiter les risques ou de les mutualiser d'une certaine façon? Laetitia Grasselin-Thomé. Alors effectivement, la question du risque de ces opérations, de ces grandes caravanes est très très grande parce qu'on circule sur de très longues distances, il peut se passer beaucoup de choses, y compris le fait d'arriver, de pas trouver les produits dont on a besoin, les perdre sur le chemin du retour. Donc il y a tout un système. Donc d'abord sur le plan même des traités, on voit que même en tant que de guerre, on essaye de permettre la circulation des marchands. Alors ça se passe pas toujours très bien et on a plein de lettres dans lesquelles on nous raconte que des marchands ont été capturés, qu'ils sont pas revenus, qu'ils se sont fait piller leurs marchandises. Mais on voit dès le 2e millénaire, et on en a beaucoup au 1er millénaire, des traités dans lesquels on essaye au moins de mettre quelques règles. Je pense par exemple à un traité qui concerne le roi de Tyr, où on explique certaines choses qu'on a le droit de faire, d'autres pas, et ce qui se passe notamment en cas de naufrage des bateaux, et ce qu'on fait de la cargaison des bateaux naufragés. On a tout de même l'impression, Francis Johannes, en vous écoutant tous les trois, que une zone vraiment importante, c'est cette zone du Levant autour de Byblos depuis très longtemps. On vient d'évoquer Tyr, effectivement. C'est une zone importante parce que c'est la zone aussi qui débouche sur la Méditerranée. On ne peut pas l'oublier. Certes, les Égyptiens ont aussi un débouché sur la Méditerranée par l'intermédiaire du delta du Nil. Mais effectivement, c'est une question importante que d'avoir cet espace géographique qui est l'aboutissement de beaucoup de routes de commerce, en l'occurrence, Francis Johannes. Alors c'est effectivement un carrefour géographique, c'est-à-dire qu'on est obligé de passer par là quand on veut joindre les différentes parties du Proche-Orient. Et d'autre part, c'est une zone qui est très peuplée, beaucoup plus que certaines parties du reste du Proche-Orient, qui dispose de ressources naturelles particulièrement intéressantes. Là, on trouve du métal, on trouve du bois, on trouve de la pierre, et qui a promu ou fait un certain nombre de découvertes technologiques. On sait que c'est dans cette partie de l'Orient qu'a été découvert la pâte de verre et le verre, par exemple. Les Phéniciens ont découvert la teinture à la pourpre. Enfin, donc, il y a un intérêt économique certain à mettre la main sur cette zone du Proche-Orient. Damien Gut. C'est évident pour les Égyptiens, surtout à partir du milieu du 2e millénaire, que cette zone-là devient centrale, même au détriment de leur arrière-cour nubienne. On le voit notamment par le déplacement de la capitale. C'est-à-dire que les 14e siècle avant Jésus-Christ, les Thébains réinstallent la cour à Memphis,
donc au nord, et puis ensuite on va avoir la capitale avec Pi-Ramsès et puis la ville de Tanis, qui vont aller chercher le delta oriental, la partie la plus orientale, la plus proche en fait de cette zone de prospérité, comme si les Égyptiens cherchaient absolument à coller au plus près à cette région extrêmement prospère, sans toutefois jamais y parvenir, parce qu'ils sont séparés de la bande de Gaza, notamment par le désert du Sinaï. Mmh. Effectivement, c'était assez compliqué, mais on voit aussi qu'au milieu du premier millénaire, Laetitia Grasselin-Thomé, eh bien, quand c'est dans l'autre sens que se passent les invasions, c'est-à-dire que ce sont les Assyriens qui viennent conquérir l'Égypte alors que les Égyptiens étaient venus conquérir le Levant au millénaire précédent, eh bien, les rois vont créer des ports, par exemple, à côté de Gaza. Sargon II va créer un port à Blaquia, qui est tout proche de Gaza, parce que c'est important d'avoir un port à cet endroit-là, Laetitia Grasselin-Thomé. Oui, il y a un espèce de contraste entre ce que disent les inscriptions royales, où ils expliquent qu'ils arrivent, ils détruisent et ils repartent, et la réalité où on voit qu'effectivement, ils essayent, ils ont l'air d'essayer d'organiser comme un petit peu les choses. Ils détruisent un port, soi-disant, et en fait, ils en reconstruisent un juste en face. Donc, ils sont quand même conscients de l'importance de cette région-là. Oui, Francis Johannes. Oui, une des conditions essentiel pour que les Assyriens puissent arriver jusqu'en Égypte, ça a été le fait qu'ils aient installé une sorte de protectorat sur des tribus arabes du nord-ouest de la péninsule arabique. Et à ce moment-là, ils ont résolu le problème du désert, c'est-à-dire qu'ils avaient passé des accords avec certaines tribus qui leur fournissaient de l'eau sur la route entre la Palestine, justement, et l'Égypte. Problème du désert, parce que visiblement, on ne le pense pas comme tel. C'est vrai qu'il faut traverser soit le désert du Sinaï d'un côté, soit les déserts adjacents pour ceux qui viennent de Mésopotamie. C'est un problème pour tous ceux qui veulent aller plus loin que leur propre royaume, par exemple, Francis Johannes. Oui, et donc il faut absolument une logistique que les Assyriens n'avaient pas par eux-mêmes et qu'ils ont trouvé dans ces tribus arabes. Victor Massé-Lépine. Oui, une fois que certaines infrastructures sont créées, on a évoqué à l'instant les ports, par exemple, qui sont créés par le pouvoir central, le pouvoir royal. Est-ce que les marchands qui circulent, ce sont des entrepreneurs privés, on pourrait dire, ou est-ce qu'ils sont tous sous le contrôle du pouvoir central? Est-ce qu'il y a des personnes qui deviennent des grands entrepreneurs et qui font fortune en étant des marchands indépendants? Alors notre documentation, comme elle est très institutionnelle, nous fait voir surtout des marchands qui sont liés au roi. Mais on a quand même l'impression que il en existe d'autres qui le font de manière plus privée. Après, on a par exemple des textes qui viennent de Babylone au VIe siècle, où on voit le temple qui met un capital dans une caravane qui sans doute existait indépendamment du temple. Cette caravane doit aller chercher un certain nombre de produits. On a la liste, on voit qu'il y a la teinture, par exemple, revenir. Et on a un petit peu du mal à savoir si cette caravane est uniquement pour les besoins du temple ou si elle existait par ailleurs, mais sans doute était-ce le cas. Donc on a effectivement différents types de marchands. Même question, Damien Agut, du côté des marchands égyptiens. J'imagine qu'entre le 3e millénaire et le 1er, il y a des changements dans le rapport qu'ils peuvent établir avec les souverains, le souverain quand il est unique ou les souverains quand ils sont démultipliés, en l'occurrence. Nous, ce qu'on voit dans les inscriptions hiéroglyphiques, ou un peu moins dans la documentation hiératique, la documentation de la pratique, c'est la mention de gens qu'on appelle des choutis, qui sont des marchands. Ils travaillent pour des institutions. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ces gens-là, sont soumis à l'institution. Ils peuvent être simplement engagés pour monter une expédition en coup, en réalité. Et qu'ils ont par ailleurs, eux, leur propre entreprise indépendante. Il y a un autre point qui est assez important et qu'on est en train de découvrir grâce à l'archéologie, c'est l'importance des pasteurs, des populations nomades. Mmh. Et quand on parle par exemple du dromadaire qui a complètement bouleversé le commerce à travers les zones désertiques... À partir du 1er millénaire ? À partir du 1er millénaire, surtout pour l'Égypte, parce que le dromadaire, en fait, c'est le poids lourd du désert. C'est-à-dire, vous pouvez le charger fortement. Il fait des étapes sèches longues, donc il permet de faire de tirer de très très longues routes avec des pondéreux. Et la maîtrise technique, zootechnique en réalité de cet animal, qui est absolument fascinant, n'a jamais été le fait des Égyptiens. C'est trop compliqué à élever, c'est trop compliqué à dresser, c'est trop compliqué à diriger. Donc ça, c'est le fait essentiellement de tribus qu'on appelle, nous, par commodité, tribus arabes, et qui sont des gens qui ne laissent pas de traces écrites. Ouais. Donc on peut les repérer par la céramique,
on peut les repérer par les restes phoniques des animaux qui circulent dans les caravanes, mais on n'aura pas de texte, on n'aura pas leur comptabilité. Ce qui répond à une première question que vous posiez au début, c'est de savoir pourquoi aussi peu de sources finalement de comptabilité marchande. Parce qu'en réalité, toute une partie des opérations sont prises par des populations, sont faites par des populations pastorales qui, par définition, ne manient pas l'écrit. Victor Massé-de-Lépinay. Oui, on s'interroge aujourd'hui sur une possible mondialisation au premier millénaire. Si on réfléchit avec les termes qui sont les nôtres aujourd'hui quand on pense à la mondialisation, il y a un terme dont on n'a pas encore parlé qui est celui de la frontière. Est-ce que au premier millénaire, ces frontières existent et sont, j'allais dire, matérialisées, par exemple, par des douanes ou par un système de douane? Est-ce que, une autre question qui est liée, la notion contemporaine de protectionnisme ou quelque chose qui s'apparenterait peut se poser déjà à l'époque où on privilégie le consommer local ou le produire local. Laetitia Grasslin-Thomé. Alors c'est vrai que dans ces zones-là, la notion de frontière en tant que ligne continue n'existe pas du tout, et notamment dans le désert, mais d'une certaine manière ça reste encore le cas dans le monde contemporain où l'on voit qu'en Syrie contemporaine, quand on parle des zones contrôlées par les uns et les autres dans le conflit actuel, c'est pas toujours très clair. Mais il y a des ponts, il y a des portes qu'il faut passer. Oui, on a effectivement toute une série de douanes, et ce qui va avec, c'est toute la contrebande. On essaye d'éviter telle route, de prendre des chemins escarpés, et ça existe dès le début du deuxième millénaire. On a toute une correspondance de marchands où les marchands se donnent les indications pour passer par tel endroit. C'est le guide du routard des marchands de l'époque, oui, c'est ça. Et pour ce qui est du protectionnisme, on a au premier millénaire des textes qui montrent que certains produits ne peuvent pas être vendus à certaines personnes. C'est le cas par exemple pour le fer, qui est un matériau stratégique et où visiblement on n'a pas le droit de le vendre aux Arabes. Dans un autre, on est en période... Parce que ça sert à faire des armes? Oui, sans doute. Dans un autre texte, on a du bois, donc pareil, on est de nouveau dans le monde phénicien, et le roi assyrien explique que ce bois, on peut le vendre à qui on veut, mais pas aux Égyptiens, parce qu'on est dans une période de tension avec l'Égypte. Donc il y a des règles comme ça qui sont liées... Des sortes d'embargos locaux pour des raisons ou pour d'autres, en l'occurrence Francis Johannes. On a un autre exemple d'embargo, effectivement, à l'époque d'El-Amarna, où le roi hittite fait en sorte que les Assyriens de Haute-Mésopotamie ne puissent pas venir se fournir en produits commerciaux à l'ouest, et ils sont obligés de franchir l'Euphrate, de passer par le royaume hittite, et donc il met un embargo sur le passage des Assyriens. Et pourtant, Damien Gut, on trouve des militaires d'origine levantine ou d'origine syrienne dans les armées de Ramsès II, dit-on. Donc ça veut dire que tout de même s'il y a des interdits qui seraient liés justement aux questions militaires en particulier, on trouve peut-être, ce sont des mercenaires en l'occurrence? Alors ça, je me demande si c'est une réalité qui ne renvoie pas en fait à la fragilité du pouvoir des rois qui s'entourent d'étrangers. Comme vous ne pouvez pas faire confiance... Ah, vous avez lu Ibn Khaldoun, vous avez lu Ibn Khaldoun et vous appliquez la leçon d'Ibn Khaldoun selon laquelle il faut qu'un pouvoir qui se fragilise a besoin d'être revivifié par des gens qui viennent de l'extérieur de son pouvoir. Et qui doivent tout au souverain. Oui, c'est ça, bien sûr. Voilà. Donc c'est l'équivalent des janissaires, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est quelque chose, j'aurais tendance plutôt à l'interpréter comme ça. On prend des gens qui ont un vrai savoir-faire militaire, mais en même temps des gens dont la fortune, dont le succès doit tout à la main du roi. Et qui seront donc moins susceptibles de trahir. Ça, c'est une réalité je dirais pas sur le long terme, mais c'est une réalité récurrente à travers l'histoire égyptienne. On a ça qui est très connu, par exemple, pour le VIe siècle, où on a les pharaons saïtes autour d'une garde personnelle carienne, par exemple, ou grecque. Voilà. Francis Johannes. Oui, le cas de ces Cariens est assez remarquable. La Carie, c'est la partie sud-ouest de la Turquie où il y a actuellement Halikarnas, enfin la ville de Bodrum. Et on trouve, ils se sont spécialisés dans le mercenariat et les gardes royales, puisqu'on trouve des gardes de Cariens auprès du roi de Juda. On trouve des Cariens effectivement autour du pharaon, et lorsque Cambyse, le roi perse, fait la conquête de l'Égypte, il prend ces Cariens et il les emmène avec lui en Babylonie, où il les installe dans les environs de Babylone, en les mettant d'ailleurs à la charge des habitants, ce qui fait que ça provoque toute une série de récriminations dont on a la trace dans les textes cunéiformes. On peut dire qu'au premier millénaire, les Cariens sont les Suisses, l'équivalent des Suisses qui ont vendu leurs forces militaires à toutes les puissances européennes au XVIIe ou XVIIIe siècle. Victor Massé-de-Lépinay. Oui, une question pour vous, Laetitia Grasslin-Thomé. Dans votre livre sur les échanges de longue distance en Mésopotamie, vous vous interrogez sur votre méthode que vous essayez d'appliquer
aux sources historiques dont vous disposez des cadres économiques contemporains pour voir si ça peut marcher ou non. Et il y a une question qui ressort finalement, c'est celle de la rationalité des personnes de l'époque qu'on peut étudier, la rationalité économique. Et vous expliquez que peut-être il faut changer de logiciel et que à l'époque, ce qui nous paraît évident comme la maximisation du profit, ou des choses comme ça qui nous paraissent être à la source et au fondement de l'économie n'est peut-être pas si évident et qu'on peut faire du commerce avec un autre logiciel. Ça, c'est un questionnement qui parcourt toute l'histoire économique ancienne. Se demander si on peut, si les gens d'Antiquité raisonnaient comme nous et comprenaient aussi le fonctionnement de l'économie comme nous. Il y a sans doute une différence, un peu des deux. C'est-à-dire que je pense qu'ils comprenaient fort bien les phénomènes économiques, mais qu'ils n'avaient pas forcément les mêmes, ils recherchaient pas forcément la même chose. Les mêmes attentes. Et tous les aspects sociaux, de prestige sont extrêmement importants dans ce monde-là. Donc c'est vrai que les marchands vont chercher peut-être d'autres choses que le simple profit immédiat. Et aussi donc les institutions qui sont derrière, les temples, visiblement les temples babyloniens, quand ils font des expéditions commerciales, c'est pas pour gagner le plus d'argent possible, c'est pour récupérer certains biens bien précis dont ils ont besoin pour le fonctionnement du sanctuaire et pas du tout pour gagner le plus possible. Et les marchands eux-mêmes, ils avaient un certain prestige dans les sociétés qu'on étudie aujourd'hui? Il y a plusieurs sortes de marchands en fait. Il y a ceux qui sont vraiment juste les petites mains, mais souvent les marchands vont voyager pour d'autres raisons. Et dans le cadre de leur voyage, vont ramener des produits aussi. Et ça peut être des gens qui sont assez importants. Est-ce que vous êtes surpris, Francis Johannes, des sortes d'avancées dont on pourrait dire qu'elles sont assez importantes à cause et en raison de l'archéologie en particulier, qui permettent justement d'envisager ces questions commerciales, militaires, d'échanges internationaux, d'échanges mondiaux de l'époque de façon nouvelle aujourd'hui? Ou est-ce que ce sont les questions que nous posons à une documentation déjà ancienne qui ont changé? Alors, l'intérêt de la documentation mésopotamienne, mais égyptienne également, c'est le fait de nous livrer une quantité de documents, enfin de textes de la pratique, qui nous permettent d'aller directement justement dans le quotidien et dans le fonctionnement de ces sociétés. Et c'est vrai que depuis le début du XXe siècle, enfin où on a disposé d'une grosse masse documentaire qui commençait à être bien traduite et bien éditée, le questionnement a beaucoup évolué et il y a un certain nombre de théories qui ont testé, disons, ou qui ont essayé de reconstituer le fonctionnement économique et social de ces sociétés. Et actuellement, on est plutôt dans une phase, oui, c'est ça, d'accroche ou de test de ce qui se fait dans les autres périodes historiques pour voir, avec la documentation mésopotamienne en particulier, si ça marche également. Donc c'est plutôt le questionnement qui a changé. Laetitia Grassin-Thomé. C'est vrai qu'on a en Mésopotamie et en Égypte un type de documentation qu'on n'a pas pour les autres mondes anciens, beaucoup plus concret, beaucoup plus pratique. Donc on manque des fois de cadre général parce qu'on n'a aucun texte qui va nous expliquer le fonctionnement général de l'économie, des échanges. On a vous n'avez pas des textes flashs de loi qui vous disent on met une taxe à 5% sur tel et tel produit, ça vous les avez pas, voilà, ces textes-là. Par contre, on va avoir un texte et en général on a des textes qui nous racontent quand il y a des problèmes et on nous parle de telle personne qui prend tel chemin détourné pour éviter la fameuse taxe à 5%. Et donc nous, il faut à partir de tout petits points reconstituer la vision d'ensemble. Damien Gut, c'est la même chose pour l'espace égyptien que vous avez travaillé? Alors en Égypte, il y a une réalité qui s'ajoute un peu à celle-ci et qui est assez récente, il y a une vingtaine d'années, qui est la réalité archéologique. C'est-à-dire que les progrès de l'archéologie et notamment de la carpologie, de l'étude des résidus végétaux, des résidus animaux, est en train de donner un nouveau relief à la documentation écrite. C'est-à-dire qu'on est en train, enfin, c'est pas un relief, c'est un relief en creux. C'est-à-dire qu'on est en train d'en relativiser l'importance. C'est-à-dire sur un même site, on réalise où on a la chance d'avoir à la fois des textes et de l'archéologie, on réalise en réalité que les textes ne nous permettent de voir qu'un certain nombre de données. Typiquement sur un site sur lequel je travaille, on voit très bien dans les textes la production d'huile. Donc j'étais très content, moi je me disais c'est un site de production oléicole, et quand j'ai travaillé avec ma collègue archéobotaniste, on a vu que le vin était aussi important. Ouais. Mais comme le vin n'est pas taxé par l'institution, je ne vois pas le vin. Donc il vous faut à la fois les données archéologiques et les données textuelles pour pouvoir essayer de reconstituer au plus près l'économie de cet endroit que vous fouillez par exemple.
Exactement, et ça n'est pas uniquement un jeu de superposition, c'est aussi ça nous permet de comprendre comment nos sources fonctionnent. Qu'est-ce qu'elles éclairent, quel type de lumière elles projettent sur les réalités anciennes. Et ça, c'est un enjeu qui est à la fois archéologique, mais c'est un enjeu aussi épistémologique, c'est-à-dire que ça nous oblige à ne plus lire nos sources textuelles à plat, en les prenant comme étant quelque chose de parfaitement positif, clair et objectif, nous renseignant sur la totalité du réel. Vous insistez beaucoup. On revient plus. Pardon. Oui, vous insistez beaucoup sur cette question-là dans votre livre avec Juan Carlos Moreno Garcia, c'est-à-dire effectivement relativiser les sources textuelles par tout ce on trouve à côté. Voilà. Elles s'inscrivent dans un ensemble qui est de plus en plus riche et qui va s'enrichir de plus en plus en réalité, parce que les progrès de l'archéologie font qu'on va de plus en plus loin dans la connaissance fine des réalités matérielles ou économiques. Francis Johannes. Alors, il y a quand même aussi un élément dans l'autre sens, c'est-à-dire que les sources textuelles nous documentent une réalité matérielle qui a disparu. On faisait tout à l'heure allusion aux matières périssables. Il y a toute une partie de la vie quotidienne et de certains produits qu'on ne trouvera plus jamais par l'archéologie, mais par contre qui sont très bien documentés par les textes. Une dernière question, Francis Johannes. Oui. J'ai cru comprendre que, on en parlait hier dans notre émission sur la syriologie, que des milliers de tablettes trouvées, toutes n'avaient pas été encore éditées. Il y a encore un travail d'édition, pas simplement de découverte de nouvelles tablettes, mais d'édition des tablettes déjà découvertes ailleurs. On estime, alors c'est vraiment à la louche, mais à peu près 2 millions le nombre de tablettes cunéiformes disponibles. Et là-dessus, il y en a en gros le quart qui est connu, qui a été vraiment édité. C'est extraordinaire ce que vous nous dites là. Voilà, donc ça veut dire qu'on a largement de quoi enseigner, travailler pour... Plusieurs générations. Oui. C'est ce que vous nous raconterez dans le volume que vous êtes en train de concevoir avec d'autres de la collection Mondes Anciens chez Belin, consacrée à la Mésopotamie, qui devrait sortir au printemps prochain. Merci Laetitia Grasselin-Thomé. On peut trouver votre travail de thèse justement sur le premier millénaire. On peut le trouver. Il est édité chez De Bocard. Chez De Bocard. Et puis quant à vous, Damien Agut qui était au téléphone avec nous, vous avez publié avec Juan Carlos Moreno Garcia chez Belin toujours l'Égypte des pharaons. Merci à tous les trois. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Jean-Frédéric était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Demain, à l'occasion d'une opération spéciale de France Culture consacrée à la question d'un portrait électoral de la France en 2016, nous vous parlerons des différentes théories qui, depuis le 19e siècle, ont émaillé le travail des politologues, de tous ceux qui s'intéressent au comportement politique des Français. Donc les théories qui vont d'André Siegfried, par exemple, jusqu'à Emmanuel Todd.